Bonsoir, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h le week-end. Dans ce journal, nous vous dévoilerons le palmarès des prix annuels de la Fondation Prince Albert II de Monaco pour la santé planétaire. Les 3 lauréats œuvrent dans le domaine de la protection des pôles, la sécurité alimentaire et la production d'un béton éco-responsable. Il fête ses 30 ans, le GPSI, le groupe de protection, de surveillance et d'intervention, a célébré aujourd'hui son anniversaire en organisant notamment une mise en situation grandeur nature au Fort Masséna avec simulation de prise d'otages. Une équipe de Monaco Info était présente. Une victoire d'un petit point, mais une victoire tout de même et qui fait du bien. La Roca Team s'est imposée hier soir à la salle Gaston Médecin 80-79 face au Bayern de Munich. Il a eu une traversée plus longue que prévu, mais il faut dire qu'il a connu des difficultés avec son nouveau bateau qu'il découvre. Boris Herrmann, qui a achevé jeudi sa route du Rhum, nous dira quel bilan il dresse de cette course préparatoire pour le Vendée Globe Challenge 2024. Nous entendrons aussi Christian Vander, le musicien fondateur du groupe Magma et qui est l'une des têtes d'affiche du Monte Carlo Jazz Festival. Mettre en lumière des initiatives dont l'objectif est de préserver notre planète, encourager le travail des scientifiques qui agissent et lancent des signaux d'alarme, soutenir des entités qui tentent de permettre aux pays les plus pauvres d'être eux aussi des acteurs du vaste combat mondial pour l'environnement. C'est toute l'ambition de la Fondation Prince Albert II de Monaco qui, au-delà de l'aide qu'elle octroie à de nombreux projets, organise également une fois par an une remise de prix. 3 lauréats ont été distingués hier. La première lauréate est la directrice du British Antarctic Survey, Jan Francis, un centre de recherche dédié à l'Antarctique au pôle Sud. Nous l'écoutons. It's really fantastic. I mean, climate change is such a massive topic now, but particularly in the polar regions where the ice sheets are melting, where the sea ice is melting, and it will affect every one of us, all around the world. So it's a really important project and lovely that this prize recognises all that work that we've been doing. La deuxième lauréate de ces prix pour la santé planétaire est l'ancienne ministre de l'Agriculture du Rwanda, Agnès Kalibata. Elle préside l'Alliance pour une révolution verte dont la mission est d'assurer une sécurité alimentaire par le biais d'une croissance agricole rapide, inclusive et durable auprès de millions de petits exploitants agricoles. So this prize means a lot because it's recognizing the work we do, supporting Africa's smallholder farmers. Africa is a continent that is made of so many small farmers, and they need support. They need systems to work for them. They need technologies to work for them. And for us to be able to achieve SDGs, it means that these farmers would have to be really receiving all those things and getting themselves out of poverty. So this award recognizes the work we do. My institution works so hard to put farmers first and to ensure that African farmers can be part of Africa's development. So that's what this award means for me. Enfin, troisième lauréate des prix de la Fondation Prince Albert II, la société israélienne eConcrete Tech, représentée par son directeur général Ido Sela. Elle est spécialisée dans la fabrication d'un béton éco-responsable et qui est utilisé pour les constructions côtières et poreuses avec les mers et océans. La sûreté publique, une nouvelle fois à l'honneur, après avoir été décorée pour ses 120 ans d'existence sur la place du Palais lors de la fête nationale. Un nouvel anniversaire vient d'être célébré, celui des 30 ans du groupe de protection, de surveillance et d'intervention. Une cérémonie a eu lieu ce samedi matin en présence notamment du Prince Albert II et de la marraine de la sûreté publique, Charlotte Casiraghi. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau et de Jean-Alexandre Dordet. Vous ne verrez pas leur visage. Pour préserver leur anonymat, c'est d'usage quand on fait partie du groupe d'intervention, de surveillance et d'intervention de Monaco. Cette unité d'élite, qui compte aujourd'hui une trentaine de membres, fête cette année ses 30 ans, l'occasion de mettre en valeur toutes ces spécificités lors d'un exercice d'intervention au Fort Masséna, et ce en présence de plusieurs personnalités dont le Prince Albert II et la marraine de la sûreté publique, Charlotte Casiraghi.
Un grand honneur d'abord et puis aussi une très très grande émotion parce que le prince nous manifeste toujours son fidèle soutien et c'est toujours un immense plaisir d'avoir notre marraine qui vient aussi nous manifester son attachement et nous sommes très très attachés également à elle. D'où l'importance d'avoir montré cette manipulation aujourd'hui aussi. Absolument, c'était pour montrer notre technicité, notre professionnalisme et se dire aussi que nous sommes parés si malheureusement un jour quelque chose devait arriver en principauté. Et les membres du GPSI ont déjà été amenés à intervenir en principauté. Le spectaculaire braquage de la bijouterie Cartier en 2017 en est un des exemples. Les suspects avaient d'ailleurs été rapidement interpellés. Gestion des situations de crise, interpellation d'individus dangereux, sécurisation des sites en présence de la famille princière font par exemple partie des missions du GPSI. Ces membres sont formés par d'autres unités d'élite, comme le RAID, et c'est tout le savoir-faire acquis à leur côté qu'ils ont tenu à présenter aujourd'hui. C'est très important de montrer nos différentes spécificités pour la simple et bonne raison qu'on est en partenariat toute l'année avec les différentes entités policières françaises, notamment le RAID, comme vous l'avez souligné, chez qui on va régulièrement et qui ils nous font l'honneur de nous former assez régulièrement. Ils viennent aussi ici en principauté. Et effectivement, on se doit de présenter à nos autorités les différentes spécificités qui sont présentes dans notre groupe. Composé à l'origine d'une dizaine de fonctionnaires, le GPSI s'est depuis bien étoffé au fil du temps, mais aussi au gré des menaces et des dangers, avec toujours pour principal but contribuer à la sécurité de Monaco. Et notez qu'à la fin de ce journal, à 19h30, nous diffuserons un magazine spécial préparé par Alexandra Pani sur cette unité d'élite, le GPSI. Le point sur l'enquête autour de l'accident d'hélicoptère survenu vendredi dans l'après-midi à Villefranche. L'appareil transportait un passager, un homme d'affaires d'origine russe qui avait quitté Lausanne pour rejoindre Monaco. Lui et le pilote ont trouvé la mort dans le crash dont on ignore toujours l'origine. Les conditions météo étaient bonnes. La brigade de gendarmerie des transports aériens a été saisie. Un troisième homme qui devait initialement prendre ce vol avait finalement annulé à la dernière minute. Ouvrons une page sportive. Après une courte défaite face à Fenerbahçe mardi soir, la Roca Team tenait à rebondir en Euroleague face au Bayern Munich hier soir. Au terme d'un match accroché, vous allez le voir, la Roca Team a finalement obtenu cette victoire tant désirée. Le résumé de la rencontre est signé Yannick Debevert et Sylvain Péroumal. Il aura fallu du temps à la Roca Team pour dessiner sa victoire. Pendant 35 minutes, Monaco et Munich étaient au coude à coude dans un match très défensif. Les Monégasques commencent très bien en allant mener 13-4 dans les 6 premières minutes. Le Bayern parvient ensuite à revenir au score. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre avec des défenses très agressives. À la mi-temps, la Roca Team est devant d'un point, 34-33. Ça, c'est remarquablement joué. Le troisième quart débute avec 2 interceptions d'Alpha Diallo qui annoncent l'intention de la Roca Team d'être toujours plus intense. Le Bayern, bien dans son rythme, s'accroche, prêt à réaliser un hold-up sur ce match. 2 magnifiques actions en fin de quart-temps permettent à Monaco de garder l'avantage. Un contre autoritaire de Dante Hall d'abord, et puis un panier à 3 points d'Okobo offert sur un plateau par Mike James. C'est dans le dernier quart-temps que la Roca Team va enfin se détacher des Allemands, usés par le physique des Roca Boys. Eli Okobo, comme souvent sur les derniers matchs, endosse le rôle du scoreur avec 9 points sur ses 10 dernières minutes. Dante Hall se charge d'écraser la défense bavaroise pour concrétiser la domination monégasque. Après une excellente défense, Okobo, sur sa spéciale, se charge d'assommer les Allemands et faire souffler Gaston Metzger. Avec 10 points d'avance à 4 minutes de la fin, les Roca Boys gèrent leur avance jusqu'à une dernière minute complètement folle. Dans un dernier souffle venu tout droit de Munich, le Bayern inscrit 13 points en 53 secondes. Sur ce dernier shoot, aussi improbable que les précédents, Andreas Obst ramène son équipe à un petit point. Et ce sera tout. La Roca Team s'est amusée à se faire peur, mais glane tout de même un 7e succès en 10 rencontres d'Euroleague. Well, we wanted to come out here and play hard and pick up full court the whole game.
kind of show a little bit of that intensity we showed in the fourth quarter against Fenner. We want to do that for a full 40 minutes tonight, and almost gave it away there at the end, but I'm very happy with the result for sure. Should we forget the last minute? Yeah, for sure. I mean, it's definitely some things we can take away from that to learn for next time, but yeah, we want to get that behind us for sure and get that corrected, and so it won't happen again. 80-79, c'est le score final. Avec cette victoire précieuse, Monaco s'accroche au groupe de tête avec le deuxième meilleur bilan d'Euroleague. Et toujours confronté à un rythme effréné, la Roca Team termine sa semaine de 3 matchs dimanche avec un déplacement au Mans pour la 10e journée de Betclic Elite cette fois. Il a dû se contenter d'une 24e place en IMOCA, même s'il avait expliqué avant le départ de la course qu'il ne visait pas la victoire, mais souhaitait plutôt roder son nouveau bateau. Boris Herrmann a achevé sa route du Rhum dans la nuit de mercredi à jeudi. Il est notre invité ce soir pour dresser avec nous le bilan de cette participation. Bonsoir Boris Herrmann. Bonsoir. Alors il faut le préciser, vous êtes dans l'avion du retour, hein, c'est une première pour nous. Moi j'aimerais avoir votre réaction à chaud après votre arrivée. Quelle est cette réaction? C'est un sentiment un peu mitigé, il y a du bon, il y a du moins bon? Alors oui, effectivement, un peu en sentiment mitigé. Très content d'être arrivé de l'autre bout. Faire un transat tout seul, c'est toujours quelque chose de fort aussi. Revenons sur votre course. Il y a d'abord eu ce départ avec des conditions météo qui étaient quand même délicates à gérer, hein? Oui, déjà la course a été un peu décalée. Au niveau de date de départ, ils ont décalé 3 jours. Après, on avait un train des dépressions très actives dans l'Atlantique Nord. Et encore, même avec le départ décalé, on avait 3 dépressions, 3 fronts froids à gérer. Donc, c'était assez venté et il y avait beaucoup de nuages. Puis, vous avez rencontré ce problème de cale de feuilles. On peut peut-être expliquer le terme aux téléspectateurs et les conséquences? J'ai eu de l'eau dans le moteur et le moteur, il est important comme source d'énergie, d'électricité. On a pu résoudre ça en mer. On fait évaporer l'eau du moteur. Quand il tourne, il faut ouvrir les cylindres et tout ça, donc c'est pas évident en mer. Et j'ai eu un problème de gréement, mais ça, j'ai pu résoudre aussi. Après les foils, j'ai pas pu utiliser les foils deuxième moitié de la course. Et aussi, j'ai pas eu vraiment de chance avec ma stratégie météorologique. Alors justement, l'objectif, le gros objectif, hein, c'est le Vendée Globe Challenge en 2024. Comment allez-vous occuper votre agenda jusqu'à cette date pour préparer au mieux le marin que vous êtes et votre monture? Donc là, dans quelques jours, le bateau repart vers l'Espagne avec l'équipage de la prochaine course en entraînement et il traverse l'Atlantique pour rejoindre Alicante où le 15 janvier, on va partir pour un tour du monde en équipage. Donc ça, c'est la prochaine grosse étape. On l'a dit, il y a eu quelques déconvenues, mais il fallait peut-être le préciser. Il y a eu quand même un point très positif, c'est que vous avez tenu à aller jusqu'au bout, parce que cette course, la route du Rhum, elle était qualificative pour ce fameux Vendée Globe, hein. Donc ça, c'est positif d'aller jusqu'au bout. C'est toujours positif. J'ai, dans ma carrière, jamais abandonné une course en solo. Donc, je suis très content de ça. Et il y avait des conditions pas faciles. Il y avait 2 bateaux dématés. Il y avait un bateau qui a coulé. Après des problèmes de rentrée d'eau et de feu à bord. Donc, on est loin de ces problèmes-là et on a fait quand même une course relativement solide. Juste au niveau de performance, c'était pas le top comme on espérait. Bon bah écoutez, nous on est en tout cas tous très admiratifs. Merci beaucoup Boris et on vous souhaite un bon retour à Hambourg chez vous. Merci bien. Merci beaucoup. Dans l'actualité en bref, cette nouvelle animation proposée par la mairie au marché de Monte-Carlo, la clientèle a pu découvrir aujourd'hui toutes sortes de produits de la mer en ce samedi bien ensoleillé. La mairie toujours organisait également aujourd'hui une braderie à l'occasion de la journée du textile durable. Le réseau Entre Parents a mobilisé ses troupes pour monter un vide dressing d'habits d'enfants. La suite de la programmation du Monte-Carlo Jazz Festival, la 4e soirée de concert, se déroulera dimanche à 18 h à l'Opéra Garnier avec un groupe légendaire, Magma.
Il mêle rock progressif et jazz. Magma a même inventé un courant musical comme par exemple le cubisme en peinture. Ce genre s'appelle Dzöll, un mélange de rock, de jazz, de musique classique avec également des influences folkloriques d'Europe de l'Est et des chants ésotériques. Eh bien ce dimanche soir, Magma va jouer avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour une première. Écoutez le compositeur, batteur et chanteur Christian Vander. Ça représente beaucoup pour moi. Bon, c'est une sorte d'accomplissement de toutes ces années de musique. On a déjà eu une expérience avec un orchestre pas aussi puissant que l'Orchestre Philharmonique de Monaco, mais c'est extraordinaire à la fois et à la fois très difficile parce que ça nous oblige à penser beaucoup. Nous, on a un son de groupe, on est habitué à jouer pratiquement au feeling, comme on pourrait dire, et cette fois, il faut quand même se concentrer pour tout l'orchestre. Il y a quand même 50 personnes ou 60 personnes à gérer en même temps. Et là, mais c'est à la fois passionnant, ça nous apprend beaucoup de choses en tout cas. Le concert de Magma avec l'OPMC dimanche à 18h, salle Garnier. Il y a quelques jours, le musée d'anthropologie préhistorique accueillait une conférence de l'anthropologue et ethnologue Didier Vidal autour de l'histoire des rituels magico-religieux en lien avec la santé. Comment les soins contemporains s'en sont-ils inspirés? Émilie Rousseau a interrogé Didier Vidal. Bonsoir Didier Vidal. Bonsoir. Ésotérisme, magie et sorcellerie, on a du mal à penser que cela peut être encore d'actualité au XXIe siècle et pourtant, cela existe encore dans certains pays. Ça existe et pour arriver à l'appréhender, il faut faire un décentrement, il faut arriver à sortir de ces cadres de référence et c'est ce que j'ai fait en tant que chercheur à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, mais aussi à Cuba, au Sénégal, pour comprendre comment les autres se débrouillent avec la santé, avec la maladie, avec la mort et arriver à comprendre les systèmes de soins dans lesquels ils les exercent. On peut dire que c'est un rapport avec les traditions ancestrales ? C'est un rapport à la fois avec la tradition, à la fois avec l'histoire, à la fois avec le territoire, mais on est dans des pratiques qui sont contemporaines. On est dans du soin contemporain avec des techniques contemporaines. L'idée, c'est d'aller chercher la science qui se cache un petit peu derrière la magie pour arriver comment l'autre fait soin et pour arriver à comprendre ce fameux mécanisme de guérison. Et qu'est-ce qui fait que cette population de l'île Maurice, de la Réunion, du Sénégal ou de Cuba encore s'attache à cela? Ce sont les croyances? Alors effectivement, on est dans l'ordre de la croyance, mais on ne peut pas ne pas croire, donc on croit tous, on a tous une vision du monde, on a tous une façon de comprendre le monde, d'expliquer le monde, et effectivement, ce sont des terrains, des territoires qui arrivent encore aujourd'hui à faire une communion, une alliance, ce qu'on appelle un syncrétisme, entre ces pensées populaires, ces religions populaires, ces pratiques que l'on va appeler très souvent animistes, puisque on attribue une divinité à un objet ou à une maladie. L'idée, c'est vraiment de comprendre quel est ce syncrétisme avec le soin d'aujourd'hui, avec les maladies d'aujourd'hui, et donc de comprendre comment le soin se construit. Vous utilisez le thème de magico-religieux. Qu'est-ce que l'on doit comprendre derrière ce terme? Derrière le terme de magico-religieux, en fait, il va falloir appréhender à la fois cette histoire, avec ce rapport aux ancêtres, ce rapport aux divinités, et à la fois avec le soin d'aujourd'hui, avec les pratiques qui sont opérées en fait sur le territoire d'origine, et arriver à faire en sorte que nous, on puisse, en tant que chercheur, mais aussi en tant que praticien, le faire vivre dans l'échange thérapeutique, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'acculturation, qui fait que pour éviter le regard de l'autre, stigmatisant, dénigrant, en fait, il va y avoir un phénomène où on va laisser de côté certaines pratiques. On parle aussi de faiseurs de soins, c'est cela ? Alors le terme de faiseur de soins, oui, je l'ai créé au début de mes recherches. Il fait allusion aux faiseurs de pluie. Les faiseurs de pluie, c'est des personnes qui vont mettre en place le contexte idéal pour que la pluie survienne. L'idée de le rapporter aux soins, c'est que les faiseurs de soins mettent en place un contexte idéal propice à ce que le soin puisse éclore et que le mécanisme de guérison puisse se mettre en place. Lors de vos différentes recherches, Didier Vidal, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Vous l'avez dit, vous venez du domaine médical également. Tout à fait. Moi, j'ai une vingtaine d'années de pratique en santé.
dans un établissement de santé mentale dans les Pyrénées-Orientales, l'hôpital de Tuire. Et aujourd'hui, je suis chargé d'ingénierie pédagogique pour justement transmettre, apprendre aux professionnels de santé, les infirmiers, mais aussi les psychologues, les médecins, toutes les personnes en charge avec les patients de l'institution. Et l'idée, c'est de transmettre ce savoir, ce syncrétisme aussi que j'opère entre différentes cultures, ma culture soignante, ma culture universitaire, et permettre en fait d'appréhender au mieux les autres. Et les outils que l'on utilise à la fois en tant que chercheur pour être au plus près de l'autre, on peut les utiliser dans le soin. Et pour la petite histoire, la première fois qu'on les a transmis, c'était à l'IFSI de Monaco durant un séminaire pour les étudiants infirmiers en fait. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de rites qui sont opérés à La Réunion ou à l'île Maurice par exemple? La démarche, c'est que j'ai assisté à des thérapie transculturelle avec des professionnels de santé à l'île de la Réunion où on prenait en charge des enfants qui présentaient des graves troubles psychiques et dont tous les soins conventionnels de l'école par la psychologie scolaire ou de l'hôpital par les centres de consultation psychiatrique n'avaient pas d'effet thérapeutique. Et donc on réunissait des professionnels de l'anthropologie et de la santé pour arriver à prendre en charge ces enfants. Et ce qui m'a intéressé, c'est de savoir comment ça se passe quand il n'y a pas de trouble, en fait, quand les symboles, quand le sens arrive à se transmettre de génération en génération. Et donc, j'ai assisté à ces cérémonies qu'on appelle le servi cabaret, qui est le servi aux ancêtres, en fait, qui est issu de Madagascar, qui a été apporté par les personnes en déplacement et qui aujourd'hui existe à l'île de la Réunion pour justement réunir les vivants avec les ancêtres, mais qu'ils soient d'Afrique, qu'ils soient de Madagascar ou d'ailleurs en fait, puisque évidemment la distance n'est plus un problème quand on sollicite l'esprit en fait. On voit très bien qu'il y a une trilogie entre la tradition, la culture et puis la société. Hein. Ce qui est très intéressant à l'île de la Réunion, c'est que comme toute insularité, en fait, elle va garder le passage et via la route qui mène à l'Inde, à la Chine, la route du thé, mais évidemment aussi, et on ne peut pas l'oublier, la route de l'esclavage. En fait, l'île de la Réunion a gardé tous les passages qu'elle a pu avoir depuis des siècles et elle a cette richesse interculturelle où l'on peut rencontrer en fait dans une même famille plusieurs religions mais aussi plusieurs origines culturelles, territoriales, géographiques et c'est pour ça que c'est un endroit extraordinaire pour cette richesse-là en fait. Eh bien merci beaucoup Didier Vidal de nous avoir éclairé sur ce sujet très passionnant. Merci pour l'intérêt que vous portez pour tout ça et je vous remercie grandement. Alors que la Coupe du Monde de football bat son plein, nous vous proposerons demain à 19 h un nouveau numéro de l'émission 19 h dimanche, présenté par Yann-Anthony Nogues. Il s'intéressera au parcours du combattant des jeunes footballeurs qui veulent devenir professionnels. Le grand témoin sera Pascal de Maeschalk, le responsable du développement des jeunes joueurs à l'AS Monaco FC. La météo nous a épargnés depuis quelques jours. La tendance va-t-elle perdurer demain dimanche ? Début de réponse tout de suite. Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le temps restera très agréable sur le territoire, même si quelques nuages insignifiants viendront cacher le soleil par moments. Les températures oscilleront de 9 à 15 degrés. Le soleil se lèvera à 7 h 37 et se couchera à 16 h 58. Et nous fêterons les Séverins. Ainsi se referme ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, nous nous retrouverons à 20 h pour le best-of de la semaine. Et avant cela, je vous le disais, à 19 h dimanche avec Yann-Anthony Nogues. Quittons-nous en photo avec ces clichés de Manuel Vitali au format Sénat pour le 30e anniversaire du GPSI. Très belle soirée à vous.